Salut, c'est Alexis et je te souhaite la bienvenue dans Radio Contournement, le podcast dédié aux technologies no-code. Chaque semaine, je pars à la rencontre des personnes les plus intéressantes qui contribuent à ce phénomène passionnant qu'est le mouvement no-code. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 129 du podcast de Contournement, sur Radio Contournement, où on parle de no-code, un petit peu d'IA aussi, on va être obligé dans cette rétrospective, puisque c'est effectivement mon épisode de fin d'année, un petit peu rituel. C'est la 4e fois que je fais ça, il me semble, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'avais dû le faire en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Peut-être que j'ai commencé en 2021, je me souviens plus. À vrai dire, il faudrait aller regarder. J'ai bien préparé cet épisode, mais je suis pas allé regarder ça. Bon bref, de toute façon, ça change pas grand-chose. On va faire ensemble une petite rétrospective de l'année 2024. On va parcourir ensemble cette année, mois après mois, trimestre après trimestre. Et on va parler un petit peu des nouveautés dans l'écosystème no-code, on va parler un petit peu des nouveautés aussi dans l'IA, évidemment, on est obligé. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé chez Contournement, et puis je vais vous parler un petit peu aussi de ma vie perso. Je vais vous raconter un peu ma life, comme on pourrait dire vulgairement. Voilà, donc installez-vous, on est ensemble pour 1 heure. Voilà, je me suis assuré d'avoir un rendez-vous après, comme ça je ne peux pas trop dépasser parce que j'ai fait quelques fois des épisodes un petit peu fleuve et que voilà, je pense que 1 heure c'est très bien pour commenter l'année, mais on va pas dépasser. Voilà, alors écoutez, on démarre avec le mois de janvier 2024. Ce mois de janvier, je l'ai démarré, alors c'est marrant, ça fait donc presque tout pile 1 an, donc je l'ai démarré à Berlin. Je l'ai démarré à Berlin parce que j'étais, comme chaque année, à la conférence annuelle du Chaos Computer Club à Hambourg. Voilà, j'y vais dans quelques jours d'ailleurs, là c'est marrant, donc un an plus tard. Et d'habitude, je ne vais pas le faire cette année d'ailleurs, mais d'habitude en général, après Hambourg, je vais à Berlin où j'ai des amis, où j'ai vécu, et où il y a aussi un écosystème no-code assez intéressant. Alors, je ne vais pas faire des caisses, mais l'hiver était un petit peu compliqué. Le début de l'année a été un petit peu aussi compliqué. En fait, j'ai commencé donc à Berlin, et puis ensuite, je suis allé à Cologne pour préparer la No-Code Week, puisque cette année, donc en 2024, la No-Code Week a eu lieu à Cologne, et donc on a fait un petit voyage de repérage. Et suite à ce voyage, on est allé à Bruxelles encore quelques jours. Et à Bruxelles, j'étais assez fatigué et en fait, je suis un petit peu tombé malade et en fait, ça m'a un peu, ça s'est un peu resté, ça a un peu duré bizarrement sur le mois de janvier, février. Et donc ça s'est mélangé à d'autres choses aussi qui ont fait que voilà, on a eu aussi une activité un petit peu plus calme commercialement chez Contournement, etc. Donc cette année, en fait, elle a démarré un peu difficilement. Voilà, c'est le souvenir que j'en garde. Et d'autant que je m'étais mis comme objectif de faire un trail de 30 km début mars. Donc normalement, janvier, février, c'était vraiment la période d'entraînement. Et donc en fait, j'ai pas pu tant m'entraîner que ça. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, c'est pas non plus ce qui est le plus important, mais quelque part, quand je me suis remis un petit peu dans l'état d'esprit, que j'ai reparcouru un petit peu mon agenda, tout ça, voilà, ça m'a remis un petit peu là-dedans. Je vous rassure, je me suis bien reposé aussi, je suis allé dans le sud de la France, le soleil, etc. m'ont fait du bien, j'ai même réussi à faire mon trail de 30 km, donc ce premier trimestre, même s'il a commencé un peu difficilement, il s'est bien terminé, c'était un beau succès d'ailleurs pour moi de faire un trail de 30 km, c'est la première fois que je faisais ça, et donc ça m'a bien, j'ai attaqué le trimestre suivant assez en forme, mais ça, je vais y revenir dessus parce que ça a été le deuxième trimestre a été assez important et assez intense, mais avant de reparler de ça quand même, il s'est passé des choses au niveau du no-code au premier trimestre. Au mois de janvier, il y a eu la sortie d'une évolution assez majeure de Notion, dont je reparlerai en fin d'année, sur la fin de l'épisode, pas la fin de l'année prochaine, et qui est donc en début d'année, ils ont lancé Notion Calendar, qui était pas forcément attendu. Alors évidemment, les ambassadeurs, les gens qui étaient dans le secret savaient un petit peu, mais moi je suis pas très proche de Notion, je connais évidemment des ambassadeurs, mais je me tiens pas vraiment au courant, je cherche pas à aller voir les nouveautés, je les vois quand elles sortent, et puis ensuite on les traite éventuellement dans les formations Contournement, etc. Et donc ça, on l'avait pas forcément vu venir, même si, évidemment, vous vous en souvenez peut-être, en 2023, il me semble, Notion avait racheté une société qui s'appelait Cron,
qui était une application iOS de calendrier pour Gmail. Et donc, ils ont fait évoluer ça en Notion Calendar. Et en fait, c'est très intéressant parce que je ne l'avais pas vu venir, mais en fait, ça a amorcé une vision de Notion qui est que Notion, en fait, va peut-être concurrencer, quelque part, d'une certaine manière, Microsoft Office. Parce que Notion, c'est un outil très polyvalent de gestion, de notes, etc. Mais en rajoutant comme ça des briques, comme la brique calendrier, eh ben, on voit qu'ils vont davantage sur une suite de logiciels, une suite de productivité, comme on pourrait dire. Et donc ça, c'est assez intéressant, et cette vision, j'avoue, je ne l'avais pas eu du tout, hein. Ça, ce que je vous dis, je l'ai post-rationalisé avec les annonces qu'il y a eu au mois d'octobre, sur lesquelles je reviendrai après. Mais donc c'était intéressant. Donc pour Notion, l'année a commencé fort et ça a été une année assez puissante, comme on va le voir, où il y a eu pas mal d'évolutions. Je ne vais pas toutes les détailler, hein, je ne vais pas revenir à chaque fois, mais il y a eu plein de petites mises à jour dans l'interface. Donc il y a eu des grosses mises à jour avec des logiciels carrément séparés, comme Notion Calendar. Et puis il y a aussi des fonctionnalités qui étaient très attendues, par exemple les graphiques dans Notion. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire depuis très longtemps dans Excel, évidemment, et c'est aussi quelque chose qu'on peut faire dans Airtable, mais qu'on ne pouvait pas faire avec les bases de données de Notion. On ne pouvait pas faire des graphiques, donc c'était très attendu et c'est sorti. Plein d'autres petites nouveautés. Je vous invite à aller regarder la page vraiment des news, des releases de Notion. Vous verrez un petit peu tout ça, mais il s'est passé beaucoup de choses. Je reviendrai à Notion en fin d'année parce que vous verrez que c'est quand même assez intéressant et on pourra discuter un petit peu du futur. Voilà, donc ça c'était un premier truc. Il y a eu un deuxième truc vers le mois de mars qui était du côté d'Airtable. Airtable a pris le tournant de l'IA. Il était temps, vous allez me dire. Et donc ils ont lancé Airtable AI, qui a été un fil rouge aussi de l'année un petit peu du côté d'Airtable. Airtable AI, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'incorporation des IA génératives, plus précisément des IA génératives de OpenAI, puisque c'est vraiment les modèles GPT qui sont utilisés, c'est clairement écrit, à l'intérieur de Airtable, à différents endroits. Il y a des choses qui sont sorties au fil de l'année, c'est pas juste sorti au premier trimestre. Mais donc, première chose, qui était déjà en bêta, en fait, même en fin d'année 2023, c'était la possibilité de créer un champ IA dans lequel on peut calculer, on peut faire des requêtes à des IA comme ChatGPT en fonction des données dont on a dans sa base Airtable. Et ça, c'est quelque chose qui est très très intéressant. C'est quelque chose que fait extrêmement bien Glide. Voilà, je ne vais pas beaucoup parler de Glide, d'ailleurs, il n'y a rien par rapport à Glide dans ce récap, c'est un outil que je suis moins. Mais les bases de données dans Glide sont très très intéressantes et notamment ils sont très très forts sur le fait d'avoir des colonnes, donc des champs, qui sont calculés un petit peu en temps réel en fonction des valeurs dans les autres champs. Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans Airtable. Donc vous pouvez imaginer, par exemple, vous avez, je ne sais pas, une base de données de livres. Eh bien, vous pouvez faire, un résumé des livres à l'intérieur d'un champ, et ça de manière automatique grâce à ce qu'il y a dans les autres champs. Vous voyez, donc des choses comme ça, vraiment très très puissantes. Et ils ont rajouté des choses au fur et à mesure de l'année. Même en fin d'année, ils ont même ajouté des choses où carrément, vous pouvez non seulement donc générer du texte, ce que savent très bien faire les IA génératives, mais même utiliser des fichiers que vous avez par exemple dans une colonne attachment et regarder à l'intérieur des PDF et faire des résumés par exemple et mettre dans une colonne de votre base de données Airtable. Donc voilà, ça c'était vraiment un des deux trucs que je peux vous dire sur Airtable cette année, l'IA à toutes les sauces, à tous les niveaux. Et franchement, c'est bien fait. Il y a aussi, par exemple, quand vous voulez faire une formule dans Airtable, vous pouvez utiliser l'IA maintenant. Plein de petites choses comme ça qui ont été vraiment intéressantes. Voilà, donc ça, c'est assez notable. Je vais mentionner aussi Zapier, sur lequel je ne vais pas trop revenir parce que, bon, c'est un outil que moi j'aime beaucoup, mais il y a eu plein d'annonces, mais que je n'ai pas vraiment trouvé ou incorporé dans cette rétrospective. Zapier, vraiment, ça a été une année où il y a eu beaucoup de petites fonctionnalités, des évolutions majeures au niveau de l'interface, notamment l'interface pour faire des automatisations, qui est vraiment très très puissante, et puis de l'IA de partout. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir du côté de Zapier. J'ai fait un webinaire aussi sur Zapier en cours d'année. Si j'y pense, je mettrai la ressource dans les notes, où j'avais bien résumé toutes ces choses-là. Donc
Donc voilà, vous pouvez aller voir, mais c'est pas forcément, je trouve, quelque chose qui a marqué vraiment l'année. Donc je le mentionne ici un petit peu parce que Airtable et Zapier, c'est des outils qu'on suit, qui sont arrivés à des stades de maturité. Ça, c'est peut-être une des choses qu'on peut dire déjà sur cette année 2024, c'est que les outils sont arrivés à un stade de maturité important. Donc c'est normal aussi qu'il n'y a pas tant que ça d'annonces. Peut-être que Notion est un des gros outils où il y a eu le plus d'annonces cette année, mais parce que il y a une vision qui a évolué, mais des outils comme Airtable, comme Zapier sont quand même très stables. Ils ont sorti dans les années précédentes beaucoup de fonctionnalités. Maintenant, ils améliorent ces fonctionnalités. On a atteint un espèce de plateau, et je pense que c'est pas grave parce que c'est bien. On n'a pas besoin d'avoir des nouvelles fonctionnalités toutes les semaines, des effets d'annonce, des choses comme ça. On veut de la stabilité, on veut de la performance, on veut vraiment une vision un peu claire. Voilà, donc ce premier trimestre, c'est un peu ce que je peux vous dire, en tout cas de ce que je me souviens. D'ailleurs, je m'excuse dès maintenant, c'est vraiment cette rétrospective n'a pas du tout l'ambition d'être exhaustive. Probablement des choses que j'ai oubliées, d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire sur le Slack de contournement, enfin de No Code France, dans le channel Radio Contournement. Voilà, n'hésitez pas à commenter quand je posterai ça, évidemment. On peut en discuter. D'ailleurs, je remercie Florian, Yannick, Jean-Michel et Julien qui sur le Slack ont donné en préparation un petit peu de cet épisode, eux ce qui les avait marqués cette année, mais n'hésitez pas à réagir aussi, évidemment. Alors, on attaque le deuxième trimestre, donc la période avril-juin. La période avril-juin, à titre personnel et pour contournement, était une période très très intense. Donc comme je le disais, on a eu un hiver un petit peu difficile, mais on a eu des bonnes nouvelles au printemps. On a eu des bonnes nouvelles qui nous ont permis d'accélérer sur une vision qu'on avait depuis longtemps sur notre activité grand public, on va dire. Pas notre activité entreprise, mais notre activité plutôt pour le grand public, pour les gens en reconversion, pour les gens qui veulent acquérir des compétences autour du no-code, etc. Cette vision, elle s'est consolidée dans quelque chose que j'ai appelé contournement université, donc on a appelé collectivement contournement université, qui est une nouvelle offre. Et cette accélération, elle est allée de pair avec le financement CPF. Donc en fait, on a travaillé à se dire on doit simplifier nos offres, on doit rendre les choses plus lisibles, parce que c'est compliqué, même au niveau des tarifs, etc. C'est compliqué, ça devient compliqué, il y a beaucoup de concurrence aussi sur le marché des produits no-code, c'est compliqué de vendre des formations, c'est compliqué de vendre des formations à Airtable, à 600 € le bloc de formation. Et donc on s'est dit, on avait depuis un moment une offre solidaire où on donnait accès à toutes les formations. Et en fait, on s'est dit, pourquoi il est temps, on y réfléchissait depuis longtemps, et on s'est dit, il est temps de faire en sorte que, en fait, toutes nos formations, on va les vendre que comme ça, que par abonnement, avec un certain prix, on accède à toutes les formations d'un coup. Comme ça nous simplifie la vie, parce que les outils auxquels on forment un tout. C'est une vision qu'on a, la vision de la productivité, la vision de l'outillage interne, la création d'outils internes, ce qu'on appelle les no-code ops, qu'on utilise un petit peu moins maintenant, mais vraiment cette idée d'utiliser les outils no-code pour se créer ses propres applications internes pour améliorer la productivité de son équipe, se faciliter la vie, etc. Donc tout marche ensemble. Airtable avec Zapier ou avec Make, avec Notion pour documenter toutes ces choses-là. Et donc on a eu un coup de boost quand on a reçu la validation de France Compétences de nos certifications. On a en 2023 travaillé de manière assez discrète, je dois le reconnaître, évidemment, on n'en avait pas parlé, c'est quelque chose d'assez stratégique, sur le dépôt de deux certifications, des répertoires spécifiques, comme on appelle ça dans le langage des OF. Je vous dis ça, moi j'y connais rien. OF, organisme de formation, tout ça c'est pas vraiment mon monde, et c'est quelque chose qui a été porté par Yacine, avec le soutien d'Erwan, de Louise, et donc on a déposé des certifications, et on a obtenu, ça a mis 8 mois, ça met très longtemps, on a déposé des dossiers, et donc on a eu la bonne nouvelle au mois de avril-mai, je me souviens plus exactement, que l'on allait pouvoir faire passer ces certifications, qu'ils avaient été reconnus, que ces compétences étaient reconnues par France Compétences, et donc on était autorisé à les certifier. Et ça s'accompagne de quelque chose évidemment très intéressant, c'est la possibilité de faire financer par le CPF les formations qui amènent à ces certifications. Et donc ça nous a permis quelque chose, c'est de créer une nouvelle formation, une formation transverse
justement pour aller encore plus loin dans cette vision de l'outillage, de la numérisation de processus, etc. Parce que quelque chose qui nous manquait un petit peu, mais qu'on avait prévu de faire dans la certification, c'est toute la partie méthodologie. On en parle très souvent maintenant. Oui, c'est très important de maîtriser techniquement les outils, et c'est ce sur quoi se sont vraiment focusés, vraiment occuper nos formations pendant les 4 premières années de contournement. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment parmi les meilleures formations en ligne sur Airtable, Make, Zapier, Notion, et même sur des sujets un peu transverses comme les API ou sur l'IA qu'on on a sorti aussi à ce moment-là cette formation. Et donc, on a créé un nouveau référentiel, vraiment quelque chose qui nous manquait, qui est transverse, avec de la méthodologie, avec de la technique, mais vraiment tout le cycle de vie d'un projet. Comment cadrer un projet d'application interne, comment le préparer techniquement, comment recueillir le besoin auprès du client, comment l'implémenter, comment le mettre en ligne, comment le tester, toutes ces choses-là, synthétisées dans une formation qui s'appelle « Apprendre à concevoir des outils internes avec des outils no-code et de l'IA ». Parce qu'on a aussi mis de l'IA dedans. Et ça, c'est vraiment un truc qui me paraît très important. On a pris le temps chez Contournement de vraiment creuser les outils IA et on a trouvé vraiment un angle qui, je pense, est très intéressant, qui était de dire à tous les niveaux d'un projet no-code, d'automatisation, etc., les assistants tels que ChatGPT peuvent vous aider. Et donc ça a été aussi un peu le fil rouge. Donc c'est une formation qui est un peu dense, vraiment autour de la méthodologie et de la technique, mais avec, à chaque fois, les usages très concrets de l'IA. Et ça, c'est vraiment une des choses qui m'est apparue très clairement en 2024, c'est que il faut se concentrer sur les usages et faire rentrer les usages des assistants comme ChatGPT vraiment dans notre quotidien. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment des choses que j'utilise de manière quotidienne, ça m'aide énormément, et c'est vraiment, et c'est pas pour faire la pub, voilà, mais c'est vrai, quoi. Et pour vous le prouver, on a mis ça dans les formations avec des usages vraiment très concrets. Nous, on n'est pas dans le bullshit, les choses un peu, les prompts hyper compliqués, la technicité des IA génératives, non, tout ça, moi, je n'y crois pas. Ce qui est important, et nous, c'est notre mission chez Contournement, c'est d'être pragmatique, de rendre tout ça accessible et intelligible. Donc, on a fait aussi une formation à l'IA, vraiment à l'IA, aux IA génératives, hein, pas à l'IA. L'IA, c'est des doctorats qu'il faut faire pour vraiment maîtriser ces choses-là. Nous, c'est les usages des IA génératives qui nous intéressent, mais aussi de comprendre un petit peu comment elles fonctionnent, parce que ça vous permet de mieux les utiliser. Et ça me paraît hyper important. Et moi, il y a plein de choses que j'ai compris en travaillant là-dessus, notamment ce côté que l'on répète, que tous ces IA, c'est pas magique, c'est juste des statistiques en fait. C'est juste qui prédit le mot qui vient après les mots que vous mettez. Donc en fait, quand vous mettez un prompt, lui, il fait que compléter ce qui vient après. Quand vous avez compris ça, par exemple, franchement, tout devient vachement plus simple, quoi. Et donc la notion de conversation et tout devient vraiment intéressante. Ça, c'est des choses que j'ai énormément travaillé. C'est des choses que je vais continuer à travailler en 2025. Ça, je vous en parlerai à un autre moment. Mais aussi un truc très pragmatique, c'est-à-dire que tous les frameworks de prompt, les trucs compliqués, tout ça, moi, je pense que c'est vraiment pas très intéressant. Et donc voilà, c'est pas... Bon voilà, bref, c'est pas... C'est un moment très très important dans l'année pour Contournement, donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu le temps de vous en parler, parce que c'est pas pour faire un quart d'heure de pub, mais très franchement c'est un truc qui m'a pris énormément de temps. J'ai passé 3 mois à temps plein vraiment là-dessus, voire plus que temps plein, sachant que, vous le savez peut-être si vous suivez vraiment ce qu'on fait, c'est que moi je suis à 3/5 chez Contournement depuis le début 2023, mais là voilà, il fallait faire un effort, c'était indispensable, notamment aussi c'est le contexte un peu difficile de le début d'année. Moi, ça m'a donné beaucoup de motivation. Le fait d'avoir ces RS reconnus, ça nous a donné aussi un gros coup de boost. La perspective du CPF aussi était une grosse motivation. Et voilà, moi, je me suis pris de passion sur ce côté vraiment faire cette formation transverse. On a eu l'aide de Valérie qui a beaucoup apporté aussi, je trouve, sur la partie méthodologie. Donc voilà, on a travaillé de concert, on a travaillé vite, on a été efficace. Moi, en parallèle, j'ai fait une formation sur les IA génératives, j'ai aussi repackagé un petit peu une formation sur la productivité personnelle, et puis j'ai mis en place cette université Contournement, enfin cette offre qu'on appelle Contournement Université, et on a lancé tout ça à fin juin. Voilà, donc ça c'était vraiment un gros bloc, donc ça a été un mois, vraiment un trimestre très très intense,
parce on s'était mis une deadline. Moi, je fonctionne toujours comme ça, il faut se mettre un peu dos au mur. Donc j'avais fait tout un plan, tout un rétro-planning, et boum, sorti fin juin, et on a respecté ça, on a tenu ça. Alors, on a pu démarrer le CPF qu'un peu plus tard, mais ce qui nous a laissé le temps de bien bêta-tester cette formation tronc commun. Merci d'ailleurs à tous les gens qui ont participé, ça nous a grave aidé. Et voilà, ce que je peux vous dire là-dessus, ça a été un tournant dans l'année, à mon sens. On verra maintenant un petit peu rétrospectivement, mais même au niveau de l'activité de contournement, au niveau plein de choses, je pense que ça a été un tournant parce que c'est ce qui nous manquait dans notre modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Contournement est un organisme de formation, un vrai organisme de formation, avec du contenu, avec des certifications, avec des différents formats de formation, en ligne, en présentiel, en téléprésentiel, avec un staff de formateurs de qualité, avec des modules qui ont été éprouvés. Et ça nous permet d'aborder 2025 vraiment de la meilleure des manières. Moi, ça me permet aussi d'envisager aussi un petit peu me désengager de ce projet, mais ça c'est quelque chose, je vous le tease un petit peu ici, mais je vous parlerai dans l'épisode prochain. Voilà, donc ça c'était le trimestre 2, mais il s'est passé des choses aussi en même temps. Évidemment, alors moi il y a pour préparer cet épisode, j'ai fait un live, je vous mettrai les liens d'ailleurs dans les notes, mais j'ai fait un live tous les mardis matins, je fais un live sur la chaîne Twitch de No Code France, et donc là j'ai repassé un petit peu toutes les sorties de Product Hunt de cette année, et celles qui ont été le plus de notes. Et moi il y a quelque chose qui est assez emblématique aussi de mon année, donc je vous en parle. Il y a la sortie d'un produit qui s'appelle VoiceNote, qui est un produit que j'aime beaucoup, alors qui n'est pas une innovation incroyable, puisqu'avant il y avait un outil qui s'appelait AudioPen, qui permettait de prendre des notes vocales. En fait, moi, je suis vraiment passionné d'audio, déjà de podcast depuis très longtemps, et j'ai développé un certain amour, on va dire, pour les notes vocales, notamment au cours de petits reportages que j'ai fait, pour ceux qui ont suivi, des petits reportages que j'ai fait lors de la No Code Week, des No Code House, etc., où j'ai créé des podcasts à partir de notes, en fait, d'audio que j'enregistrais en baladant dans la rue. Et ça, à l'époque, déjà, j'avais eu un premier tilt parce que Rachid, que je salue, m'avait dit c'est sympa tes notes, on dirait comme si tu me faisais un audio, une note vocale sur WhatsApp, quoi. Et ça, quand il m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, en fait, oui, c'est pas des bouts de podcast que j'enregistre, c'est des petites notes vocales et que je peux partager. Et donc ça m'a plu, j'en fais. Et en fait, j'ai pris cette habitude de dicter des choses. Alors pas de dicter, mais de faire des notes en fait, voilà, parce que ça c'est différent. J'aime pas du tout dicter, faire de la dictée vocale, vous savez, les trucs genre Dragon Voice, etc. Parce que je trouve que ça marche pas très bien, même depuis très longtemps dans Google Doc, on peut dicter du texte. Mais en fait, dans ce process, il y a un truc intellectuel qui me va pas bien. C'est-à-dire que le fait de voir apparaître au fur et à mesure le texte que l'on dicte, et donc potentiellement les fautes qui apparaissent, etc., et ben, ça entrave en fait le processus de la pensée et de la dictée, quoi. Et donc moi, ce que j'aime, c'est faire des notes et ensuite avoir la transcription, vous voyez, en 2 temps. Et donc ça, c'est quelque chose que maintenant j'utilise beaucoup, et donc je me suis mis à faire des notes. C'est-à-dire que quand je me balade ou quoi, quand j'ai une idée, maintenant, grâce à VoiceNote, et un petit peu avant à AudioPen, mais en fait AudioPen, je sais pas, j'avais pas accroché, mais à VoiceNote, hop, je sors mon téléphone, je fais une note, j'ai une transcription. J'aime bien comment c'est organisé, et puis en plus, à partir de ces transcriptions, on peut faire des résumés, des bullet points, des choses comme ça, on peut les envoyer quelque part. Et donc ça me sert, et donc je m'en sers énormément. Et donc ça utilise un petit peu de l'IA derrière, puisque il retraite en fait déjà, bon, il y a un modèle, ce qui est probablement Whisper, qui fait la transcription, et puis ensuite ils utilisent des modèles tels que ChatGPT, etc., enfin GPT-4 et tout, pour retravailler le transcript, pour corriger les fautes. Donc on a des transcripts de très très grande qualité. Attendez, je bois un petit peu parce que là je me suis lancé dans une grande tirade, mais il faut que je boive un petit peu, et j'ai pas envie de mettre pause, de faire de montage, de machin. Donc je vous laisse méditer sur les notes vocales le temps que je boive un petit peu. Alors d'ailleurs, je vois que je suis à 23 minutes, il va falloir que j'accélère un petit peu parce qu'on n'est pas encore au milieu de l'année. Bon, mais on arrive, on est pas mal, on est dans le timing. Et vous allez voir que cette histoire de note vocale, gardez-la en tête parce qu'elle va ressurgir cet été. Voilà, donc ça c'était une des sorties, c'était au mois de mai que VoiceNote est sorti, et j'ai pris le lifetime direct
parce que moi j'aime bien prendre des abonnements lifetime. Alors pas très souvent, hein, j'essaye de faire attention, mais une fois de temps en temps quand je suis un petit peu emballé par un projet, parce que je trouve que c'est un bon moyen de soutenir des créateurs. J'avais pris le lifetime d'Audiopen d'ailleurs, hein. Donc, vous voyez, je ne l'utilise plus vraiment, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'était un beau projet, donc je suis content de l'avoir soutenu, parce que les lifetime, quelque part, ça fait comme des petites levées de fonds pour les créateurs, c'est-à-dire que quand ils vendent beaucoup de lifetime au début, ça leur donne un peu de fonds pour ensuite continuer à développer, quoi. De manière conjointe un peu à tout ça, le mois de mai, c'est le lancement du modèle GPT-4o. C'est un moment important dans cette année parce que le modèle 4o, il y avait déjà des modèles performants, hein, comme le modèle GPT-4, etc., mais le modèle 4o, il est déjà un petit peu plus intelligent que le modèle 4, mais surtout, il répond très vite. Et ça, c'était très intéressant. Il répond très vite, il était aussi moins cher. En parallèle, ils ont sorti le 4o mini, qui est un petit modèle, mais qui est quand même très performant, et donc on peut utiliser dans des automatisations à moindre frais, ça c'est très important. J'en parle régulièrement de ça, donc ça vous pouvez aller voir, j'ai toute une vidéo là-dessus sur les petits modèles sur ma chaîne YouTube. Mais ce modèle 4o, il marque un tournant. Il va être suivi par un autre modèle en juin, de chez Claude, mais là on arrive déjà sur les choses intéressantes, très bon en génération de code aussi. Enfin bon, on va dire pas très bon, mais quand même bon. Et donc là, on commence à avoir un truc, comme il va vite, on peut l'utiliser avec peu de friction. Et c'est là où l'audio aussi est très intéressant, c'est-à-dire que moi maintenant, en fait, j'utilise un outil de transcription pour dire ce que je veux dire à l'IA, et certains modèles d'IA en plus ont aussi des micros intégrés à qui on peut parler, mais comme ça, je peux faire des prompts très longs. Souvenez-vous, le truc le plus important quand on s'adresse à une IA générative, c'est de lui donner du contexte, et donc c'est plus facile à la voix. Vous dites, moi je fais maintenant des trucs, je lui dis, voilà, je suis Alexis, je travaille chez Contournement, je fais ci et ça, pour le cas de notre newsletter, fais-nous, hein. Donc voilà, je lui fais des prompts comme ça très longs, mais comme je les dicte, ça va très vite. Hop, transcript, je le colle dans la fenêtre, et c'est parti. Et là, j'ai tout de suite ma réponse, et en plus, vraiment, c'est un modèle qui donne des réponses intéressantes. Et donc là, à partir de là, j'ai commencé à vraiment utiliser à très haute dose. Et au mois de mai aussi, alors non, peut-être je vais mieux organiser parce que le fait de suivre les mois n'est pas forcément pertinent. Donc mai, lancement de 4o. Juin, lancement de Sonnet 3.5. Et alors là, c'est quelque chose qui va marquer toute ma fin d'année. Vraiment, le modèle Claude Sonnet 3.5, vraiment, qui est excellent en code. Vraiment, on a franchi un gap. Vous pouvez voir, hein, il y a des vidéos, j'ai fait des vidéos sur YouTube où je suis juste bluffé. J'ai fait un live en fait. Ça a tout à démarrer en fait d'un live de ma matinale que j'ai extrait ensuite, que j'ai posté sur la chaîne YouTube de Contournement, où vraiment j'ai été choqué par la qualité du code qui est sorti. Pas la qualité du code en tant que tel, mais la qualité de la réponse à ma proposition. Alors franchement, allez voir la vidéo. C'est une vidéo qui a fait presque 10 000 vues et qui m'a fait dire, ok, d'habitude, quand je poste des petits extraits de la matinale, ça fait 500 vues. Là, ça en a fait 10 000. C'est 8 000, on va dire, direct à la sortie. Et c'est vrai que moi-même, l'émotion que j'avais dans cette vidéo, j'étais un peu choqué. Donc ça m'a fait réaliser qu'il y a un intérêt autour de ça et qu'il se passe quelque chose. Et ça va revenir, vous allez voir sur la fin de l'année, mais on va en reparler. Donc vraiment, au printemps, il y a eu des grosses avancées sur les modèles qui ont marqué vraiment cette année, à mon sens. Et puis au printemps, surtout en mai, en juin, il y a eu des très beaux événements communautaires. Premier événement, mois de mai, No Code UK à Londres. Vraiment un super événement. Je vais le dire comme ça. Hein. Je ne connais pas spécialement les gens qui ont organisé. C'est des gens que je suivais de loin. Mais vraiment, là j'ai vu qu'on n'était pas seul avec Stan, avec Amandine et tout ça, à avoir cette vision de la communauté, de faire des événements de qualité, de se prendre la tête à faire des événements de qualité pour la communauté no-code, avec pas de sponsors qui viennent vendre leurs trucs, des sponsors évidemment, mais pas des sponsors, des partenaires qui viennent faire des choses intéressantes, avoir du contenu de qualité, avoir des super speakers. Vraiment, j'ai été bluffé, c'était sur une journée, mais c'était vraiment un très très bel événement et je leur tire mon chapeau et j'y retournerai en 2025 évidemment. Si vous y allez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, ils ont fait un petit rebranding, mais peut-être que j'en reparlerai plus tard. Mais donc voilà, No Code UK, très bel événement. Et nous, dans la foulée, quelques semaines plus tard, on est allé à Cologne pour la No Code Week.
Et alors ça aussi, c'était une semaine extraordinaire. Je pourrais en parler pendant 1 heure. Je vais essayer de ne pas le faire. Mais voilà, ça a été difficile à organiser, très franchement. Mais grâce à Amandine notamment qui a rejoint le projet, avec toutes ses compétences autour de l'événementiel, mais aussi ses idées, parce que les compétences c'est une chose, mais ce qui est important c'est les idées. Et je pense qu'à 3, alors même si on se frite des fois un petit peu parce qu'on est tous les trois des idées et puis des opinions fortes sur les choses, mais on a un brainstorming créatif, je trouve, qui sort des très belles choses. Et là, on a fait vraiment un très bel événement. On a un peu chié, mais voilà, je le dis parce que les gens nous l'ont dit, mais on est allé plus loin que ce que les gens attendaient. Et voilà, on a passé 5 jours à Cologne dans un cowork. Alors le cowork n'était pas extraordinaire, voilà, nous on était un peu déçus là-dessus, mais ce qui a marché, c'est le principe du lieu de vie. On avait un lieu pendant 5 jours complet où des no-codeurs, des no-codeuses pouvaient se retrouver, brainstormer, participer à des ateliers. Le soir, on avait des conférences. Après, on avait des apéros, on avait prévu à manger, etc. Et franchement, voilà, on a réussi à faire ce qui était notre ambition dès le début, faire une colo pour adultes, pour gens passionnés du no-code. Et le tout avec des partenaires qui ont tous joué le jeu, et franchement, je le dis pas parce qu'ils nous ont aidés à organiser l'événement, enfin, pas parce qu'ils ont payé pour, mais parce que vraiment, des gens super comme les gens de Tali, des gens comme les gens de Xano et tout, qui comprennent l'intérêt de la communauté, qui viennent, qui apportent du contenu, qui apportent de l'argent, des finances, parce que l'événement se fait grâce à eux, aussi. Il se fait aussi grâce à la billetterie, évidemment. Mais franchement, c'était vraiment un super moment. Et voilà. Et je pense qu'on a lancé quelque chose. Et moi, ça m'a vraiment redonné la foi. Enfin, ça m'a donné, je ne l'avais pas perdu, hein, mais de voir qu'entre No Code UK, entre la No Code Week, les gens qu'on a rencontrés, genre en Allemagne, etc., plein d'inconnus qui sont venus aussi, puisqu'il y avait quand même 80 personnes, hein, la qualité, les retours des sponsors et tout, voilà, ce mouvement No Code, parce que c'est avant tout un mouvement, hein, c'est pas juste des outils, c'est des gens qui sont passionnés de ce truc-là. C'était vraiment très intéressant, quoi. Donc voilà, ça nous amène un petit peu à la fin du printemps, à la fin du 2e trimestre. La fin, elle s'est faite. Donc moi, j'étais à Berlin à la suite de la No Code Week et j'ai passé une semaine quasiment enfermé chez des amis à moi pour finaliser tout ce que j'évoquais. Notre formation, l'offre CPF, contournement université, etc. Et on a fait un lancement qui s'est très bien passé. Et on a amorcé, je pense, vraiment l'itération ultime de contournement. On verra, hein, mais à mon sens, on a trouvé la forme que ça doit être. Et maintenant, évidemment, il faut travailler, il faut itérer, améliorer sur les différentes choses, sur l'exécution, mais le principe est clair et là, sur l'organisme de formation que doit être contournement, sur les contenus qu'on délivre, etc. On y est. Et donc voilà, c'était l'achèvement vraiment de 3 mois un peu difficiles. Et donc, on arrive à l'été. Et j'avoue que j'aborde l'été vraiment avec le sentiment du devoir accompli. Voilà, même si évidemment, y a eu pas mal de choses à faire pendant l'été, notamment préparer la partie financement CPF, etc. Mais voilà, c'était intéressant. Et donc cet été, il a été marqué, je vais commencer à nouveau par la partie un peu perso, au mois de juillet un peu calme, voilà, on récupère un petit peu, on travaille, j'ai passé 2 semaines un peu seul chez Contournement pendant que les autres étaient en vacances à tenir la barre, mais ça s'est bien passé, voilà, c'est rien de notable. À titre personnel, chose un peu notable, j'ai fait une chute en vélo à la fin du mois de juillet. Je vous raconte un peu ma vie parce qu'il y a une partie intéressante, je pense, là-dedans. J'ai fait une chute en vélo qui aurait pu être, je pense, très grave parce que j'allais quand même vraiment vite et que je suis rentré dans une barrière, je suis passé par-dessus. Enfin bref, j'ai fait un peu de la merde. Mais j'en suis sorti avec une disjonction acromioclaviculaire, c'est-à-dire que donc j'ai les ligaments là, de l'épaule qui se sont détachés de l'épaule, donc c'était à la fois très douloureux, et puis j'ai porté une attelle pendant 6 semaines. Donc c'était un peu chiant parce que moi j'avais pas prévu de vacances cet été, donc ça c'était pas très grave, mais j'avais plein de projets, plein de choses que je voulais faire. Or, j'ai besoin de mes 2 mains pour faire du no-code, pour faire du code, pour taper des choses, pour créer du contenu, pour faire des vidéos YouTube, j'ai besoin de mes 2 mains. Avec ma main droite en attelle, c'était très compliqué. Et c'est là où je reboucle avec évidemment l'audio. Et bien là, j'ai passé un stade supplémentaire où vraiment je me suis mis à tout
dicter, transcrire, quoi, à parler vraiment à mon ordi à tous les niveaux. Notamment, je me suis fait une petite extension Chrome, alors sur laquelle je travaillais déjà en réalité un peu par hasard, mais donc une petite extension Chrome sur laquelle je clique et boum, direct ça lance un enregistrement, je lui parle et puis hop, ça me copie dans le presse-papier, ça lui copie le texte que je viens de dicter, et puis ça je peux le copier-coller dans un truc d'IA, dans un email, dans ce que je veux. Et donc ça m'a vachement aidé à travailler. Et surtout qu'au passage, ce que j'ai pu faire, par exemple, c'est que j'ai fait des petits processus. Donc par exemple, quand je voulais écrire un email, je disais ce que je voulais mettre dans l'email, j'appuyais sur Entrée, ça envoyait à l'API de ChatGPT avec un prompt pour dire ça c'est un email, rajoute, bonjour, machin, cordialement et tout, retravaille un petit peu le texte, corrige s'il y a des fautes de transcription, et puis ensuite je me retrouvais avec ça dans mon presse-papier, et puis je pouvais le mettre dans Gmail. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Cette extension, je l'ai générée avec Claude, puisque le modèle Sonnet 3.5, comme je disais, était très bon à générer du code. Donc voilà, c'est un peu tout ce mélange un petit peu, c'est un petit peu méta, mais mon usage des IA, que ce soit pour générer du code, pour me faire mes propres outils, l'usage de l'IA dans mes outils pour m'aider à transcrire, corriger, manipuler mes audios, etc., m'a énormément aidé, et ça m'a permis de développer aussi mes compétences sur la génération de code, etc., quoi. Donc c'était vraiment important. Donc bon, cette chute en vélo, je m'en serais bien passé, mais elle m'a aidé sur différentes choses, même sur des choses un peu plus personnelles où je ne vais pas forcément évoquer là, c'est pas le lieu, mais voilà, bon, c'était un mal pour un bien, ça aurait été mieux que ça m'arrive pas, mais voilà, on essaie toujours de tirer les bons côtés des choses et de la vie, et puis encore une fois, je crois que ça aurait pu être vraiment beaucoup plus grave, donc je m'en suis pas trop mal tiré. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon été, donc il a été un peu freiné sur certains aspects, et notamment sur un projet que j'ai oublié de mentionner, que j'ai démarré au mois de janvier, qui est mon abécédaire du no-code. Je me suis lancé dans l'écriture d'un abécédaire. Et en fait, comme beaucoup de choses que je fais, j'en ai fait un projet collaboratif, évidemment. Donc à partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin, tous les mardis matins, quand je faisais mes lives sur la chaîne Twitch de No Code France, je brainstormais une lettre avec la communauté. Donc un abécédaire, mon idée, en tout cas ma vision de l'abécédaire, c'est pour chaque lettre de l'alphabet, donc il y a 26 chapitres dans l'abécédaire, chaque lettre, on écrit un article sur un mot qui nous paraît important. Par exemple, lettre A, automatisation, lettre B, bubble, par exemple. Et tous ces mots, je les ai choisis en live avec la communauté, on a brainstormé, et on a sorti plein de mots, tout ça. Donc ça, c'était intéressant, puis il y a plein de mots qu'on a laissés de côté, à chaque fois j'en ai choisi un. Et donc voilà, j'avais prévu de l'écrire au cours de l'été. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à cause, ou peut-être grâce à cette main, ce bras en attelle, je ne pouvais pas taper sur mon clavier facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne suis pas un grand littéraire dans l'absolu. Donc, je pense que ça aurait été difficile, de façon, d'écrire vraiment des articles de qualité. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que ces articles, en fait, je les ai écrits avec, et je dis bien avec, parce que je ne les ai pas fait écrire par une IA générative, Claude en l'occurrence, je les ai écrits avec. Une vraie collaboration, vraiment, une discussion pour chaque lettre, où j'ai fait des vocaux, que j'ai même sortis en podcast, donc vraiment vous pouvez voir tout mon process créatif. J'ai fait 26 vocaux, de 10 minutes en moyenne, où je donne toutes mes idées sur le mot en question que je veux traiter. Et voilà, et donc en fait c'est tout un projet participatif, avec de la création de contenu, puisque j'ai fait des lives, j'ai gardé tous les replays de tous ces lives aussi, où on brainstormait des mots, j'ai gardé tous les vocaux que j'ai fait pour travailler avec Claude, et puis à chaque fois, donc je lui mettais le vocal, j'avais un prompt spécial, je mettais la transcription, et puis ensuite on travaillait sur les articles, et puis je retravaillais les articles évidemment, et tout ça, ça m'a permis de faire 80%, on va dire, de mon abécédaire. Enfin, 80%, en fait, d'avancer de 80% dans le projet, parce que j'ai coécrit, on va dire, on a coécrit tous les articles, mais après, bien sûr, j'ai eu une phase de relecture, j'ai fait relire, et là, j'en suis, je pense, à 95%, il me reste quelques corrections à faire, mais j'ai quasiment fini l'ouvrage. En tout cas, une première version qui sera très textuelle. J'aimerais ensuite faire une version plus augmentée avec des images, etc., mais pour l'instant, on va sortir une première version, donc début d'année 2025. Voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur, parce que c'était toute une démarche. Et voilà, on en est proche, mais donc le mois d'août, j'ai vraiment passé beaucoup de temps au mois d'août à travailler là-dessus, et ça c'était très intéressant. Il y a eu des nouveautés aussi pendant l'été,
notamment du côté de chez Airtable, puisqu'il y a eu la deuxième partie qui me paraît importante de l'actualité d'Airtable cette année. Une partie, c'est l'IA, et la deuxième partie, c'est qu'ils ont vraiment passé pas mal de temps au cours de l'année, et puis notamment il y a eu des annonces l'été, sur vraiment faire en sorte que Airtable soit un outil de création d'applications internes évidemment, mais donc quand on parle par exemple un outil de gestion de projet, c'est une application interne qui va vous permettre de gérer vos projets à la manière où vous gérez, et pour cela vous utilisez Airtable. Parce que Airtable, évidemment, c'est historiquement un outil de base de données. Ils ont aussi des automatisations depuis un moment, et puis ils ont aussi des interfaces. Ces interfaces, ils les ont énormément améliorées au cours de l'année, et aujourd'hui, je trouve que c'est un produit très très intéressant. Et donc, ils ont même lancé quelque chose qui s'appelle le CoBuilder, et donc vous pouvez, grâce à de l'IA, décrire ce que vous voulez construire, et il va vous générer la base de données, les automatisations et les interfaces qui vont remplir le rôle que vous lui avez demandé. Donc par exemple, vous pouvez lui dire, je veux générer un outil de gestion de contenu qui me permet de traiter ma newsletter chaque semaine en créant différentes parties, etc. par exemple. Ce genre de choses. Je ne l'ai pas beaucoup testé parce que moi je crée mes applications de A à Z, évidemment, mais et je dirais pas que c'est une fonctionnalité que je trouve extrêmement intéressante. Ce qui est intéressant, c'est le fait de faire ça montre leur vision. C'est-à-dire que Airtable, maintenant, c'est ça qu'ils veulent vous aider à faire. Leur mission, c'est de vous aider à créer des applications avec de l'IA, de vous assister le plus possible pour que ce soit le plus accessible possible. Et ça, évidemment, ça nous plaît chez Contournement. Moi, ça me plaît à titre personnel, évidemment. Même si moi, j'ai la capacité de faire de A à Z, de faire ma base de données moi-même, etc. Le fait d'avoir ce CoBuilder, c'est quand même intéressant. Donc voilà, vous voyez, ça c'est cette vision, et ça c'est au cours de l'été qu'ils l'ont vraiment encore plus affirmé, et voilà, ça c'était assez intéressant. Il y a eu pas mal de news différentes. Une chose que je peux noter, mais bon, sur laquelle je ne vais pas trop élaborer, au cours du mois d'août, il y a un produit qui s'appelle Wordware qui est sorti, qui est le produit qui a eu le plus de notes, le plus de bonnes notes dans Product Hunt de toute l'année. Ils ont eu 6000 upvotes, c'est énorme. Et Wordware, c'est quelque chose que je trouve très très intéressant, qui permet de faire des applications d'IA. C'est un paradigme que je trouve intéressant de programmation textuelle, mais là je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il faut absolument que je fasse une vidéo, en fait, que je prenne le temps de le montrer. Mais voilà, si vous avez l'occasion, allez voir Wordware sur internet, je mettrai les liens dans les notes. Mais c'était vraiment intéressant. Voilà, c'était une des sorties les plus notables. Vous imaginez bien qu'il y a eu beaucoup de choses autour de l'IA sur Product Hunt, dans tous les produits. Beaucoup de choses pas très intéressantes à mon sens. Celui-là, c'était vraiment très très intéressant. Voilà, on a fini l'été chez Contournement avec un séminaire à Amsterdam. On s'est retrouvé toute l'équipe pour brainstormer, préparer l'année. C'est ce qu'on fait chaque année, dans des villes différentes. Et puis moi, je suis allé à nouveau à Berlin. J'adore prendre le train, donc dès que j'ai la moindre occasion, je suis allé à Berlin. J'ai vu des gens de la communauté là-bas, etc. Donc c'était cool. Mois de septembre, c'est la rentrée, pas tant de choses que ça à dire. Bon, pour nous, chez Contournement, c'était important, c'était le lancement du CPF. Je ne vais pas vous en parler pendant des heures, c'est pas le plus passionnant. Chez Software, il y a eu des innovations. Notamment, un truc qu'on attendait depuis très longtemps, c'est que la possibilité de faire des colonnes. Alors, Software, c'est un outil qui permet de créer des applications. Le front, la partie front-end, en tout cas visuelle, les interfaces. Et donc, notamment, maintenant, on peut organiser des colonnes. On peut mettre ses composants en colonnes. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Je voulais le notifier. Et ils ont rajouté plein de sources de données. Et au mois d'octobre, ils ont même sorti, ils ont profité du No-Code Summit sur lequel je vais revenir, pour sortir une fonctionnalité intéressante. Évidemment, utiliser Notion comme source de données d'une application software. Moi, je trouve que c'est très intéressant en termes de buzz, évidemment, de se raccrocher à l'outil no-code le plus visible, c'est-à-dire Notion. Moi, je trouve que il y a un truc qui a passé un petit peu inaperçu, c'est le fait de pouvoir utiliser une API, n'importe laquelle, en tant que source de données. Ça, c'est très très intéressant parce que ça vous permet de vous connecter à vos propres bases de données, même si vous n'avez pas si vous utilisez un outil exotique, ou même que ça a été codé, par exemple. Donc ça, c'est vraiment super intéressant.
Softer, belle année pour Softer, très franchement, plein de nouveautés. Je ne vais pas toutes les détailler, mais vraiment, ils ont bien travaillé sur les sources de données, ils ont bien amélioré le front. Il y a encore du travail, mais c'est un bel outil. Ils étaient présents au No-Code Summit, j'ai eu l'occasion de leur parler un petit peu. Ils ont recruté quelqu'un qui est très chouette, qui s'appelle JJ, qui est un personnage un peu emblématique de l'écosystème Bubble, mais qui est maintenant chez Softer, qui soutient la communauté, le développement de formation et tout, donc c'est très très cool. Voilà, moi c'est un bel outil que j'aime bien et auquel on va bientôt former chez Contournement, puisque on sort en janvier une formation à Softer aussi. Et ça nous amène sur la fin de l'année. Il me reste 11 minutes, ça va être un peu court, je vais devoir peut-être mettre pause quand même parce que j'ai pas envie de bâcler la fin de cet épisode. Mais la fin de l'année, je peux la résumer quand même relativement vite parce que la fin de l'année, c'est le mois d'octobre surtout. Le mois d'octobre, c'est devenu le mois du no-code. Et ça, c'est assez incroyable. Et donc, il y a le No-Code Summit, évidemment, ça c'est le gros événement de l'année. Et il y a la conférence Webflow, il y a maintenant la conférence Notion aussi, Make with Notion, qui a lieu à ce moment-là. Il y a une conférence Make également. Et donc, il y a eu plein de nouveautés. Alors, la conférence Webflow, je vais passer vite parce que, très franchement, j'ai pas suivi. J'avoue que j'ai un peu décroché de Webflow. Donc je pourrais pas vous en dire, allez voir notre ami Théo là-dessus, Théo Roland et Init Club, vraiment Init Web, Init Club, enfin tout ce qu'il fait autour de Webflow est juste génial, donc voilà, allez voir ça. Moi ce que je peux vous dire par contre, c'est que du côté de Notion, ils ont affirmé cette vision que, à mon sens, aujourd'hui se place en tant que concurrent vraiment de Microsoft Office, de Google Workspace. En fait, quelque part, Google Workspace et tous les outils comme Google Doc, Google Sheet, collaboratif et tout, c'était déjà collaboratif dans le cloud, c'était déjà une grosse évolution de la suite Office traditionnelle, le logiciel Word sur votre ordi en gros. Voilà, il y a Word, puis il y a Google Doc et maintenant il y a Notion. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que c'est évident que c'est vraiment là-dessus qu'ils vont, puisqu'ils ont annoncé, après Notion Calendar en début d'année, en fin d'année, ils ont annoncé Notion Mail. Notion Mail, troisième outil. Donc vraiment, vous allez avoir troisième, c'est un logiciel vraiment, où vous allez pouvoir bientôt, c'est pas encore sorti, c'est annoncé, mais regardez, utilisez vos mails. Donc c'est un concurrent d'Outlook en fait, tout simplement. De Gmail aussi, mais un concurrent d'Outlook, en quelque sorte, puisque c'est un client mail, en fait, vous pourrez utiliser Gmail avec, évidemment. Et donc ça, c'est très très intéressant. Il y a eu aussi une autre grosse annonce, c'est les formulaires, ça c'est vraiment sorti, c'était quelque chose qui était très attendu. Et pourquoi c'est important les formulaires ? Parce que les formulaires, c'est ce qui permet à Notion de compléter la Trinité. Vous vous souvenez, donc Notion, c'est un outil où il y a déjà des bases de données, ils ont ajouté de la logique, mais il manquait des éléments d'interface, il y avait déjà des boutons, mais il manquait vraiment des champs de formulaire pour que vous puissiez taper dans des champs et qu'ensuite ça aille dans vos bases de données. Alors on pouvait utiliser Tally, on pouvait utiliser Fillout, on utilisait d'autres outils pour faire ça, mais là, maintenant, on peut le faire nativement dans le formulaire, et les formulaires que vous faites dans Notion, vous pouvez aussi les partager à l'extérieur, etc. Donc c'est à la fois pour vos outils en interne que vous créez avec Notion, mais aussi en externe. Donc voilà, des news très intéressantes, donc vraiment grosse année pour Notion. Pas un expert vraiment ambassadeur de Notion, donc je peux pas tout, puis je peux pas de toute façon tout commenter, mais voilà, je trouve que c'est une très très grosse année, c'est quand même un outil qui est assez extraordinaire, et moi c'est un outil auquel je tiens parce que je ne suis pas un fan de tout chez Notion, mais par contre, c'est un outil que les gens connaissent de plus en plus à l'intérieur de l'écosystème no-code qui nous permet d'évangéliser. Et ça, c'est hyper important pour ensuite ramener les gens dans le mouvement no-code. Allez, je bois un peu et je vais vous parler rapidement du No-Code Summit. Très bel événement cette année. Comme je l'ai dit aux organisateurs à la fin du summit cette année, j'ai rien à dire, je peux pas me plaindre, j'ai toujours des choses à dire, un petit peu à critiquer. Là, très franchement, ils ont fait un bel événement. Ils en ont chié, je pense. Et voilà, et bravo à eux, bravo à Clément, bravo à Pierre, bravo à vraiment toute l'équipe. C'était un bel événement. Alors c'est un bel événement aussi, bon, déjà par l'événement lui-même, mais c'est aussi parce que c'est l'opportunité de faire venir plein de gens de la communauté no-code. Moi, ça me permet de rencontrer des gens, de voir certains de nos clients, mais de voir aussi des gens que je connais par les réseaux, des gens étrangers, des gens que j'ai déjà rencontrés pendant mes voyages, etc. Donc c'est un super moment. La veille, Amandine avait organisé la soirée des communautés. Super moment, super soirée, vraiment très sympa. Le deuxième soir, donc le soir du summit, il y a aussi la soirée du summit qui est très très sympa, bon, qui a été un petit peu gâchée par la pluie. Mais voilà,
Ils ont pas eu de chance en plus, hein. Vraiment, ils ont tout fait pour faire un super événement, puis ils ont pas... Et malgré ça, c'était quand même super, j'ai rencontré des gens super, on s'est bien marré aussi, donc voilà. On avait un stand avec contournement cette année, ça a fait la différence, j'avoue que c'était assez chouette aussi d'avoir plein de gens, moi ça m'a un peu... Moi je suis pas très bon pour traiter comme ça plein de... les gens qui viennent, qui passent et tout, j'avoue j'ai un peu du mal là-dessus, moi j'aime bien rester avec les gens que j'ai du mal à mettre fin à une conversation. Or c'est un peu le jeu, quand on a un stand il faut essayer de renseigner un maximum de gens et tout, donc puis on avait la chance qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient nous voir, mais voilà, ça j'avoue que j'étais pas le plus à l'aise, mais voilà, on était toute l'équipe. On a aussi Michael qui a démarré son stage et c'était l'occasion de le rencontrer, Michael Parisi, qui est désormais membre de Contournement puisqu'on l'a recruté à l'issue de son stage, voilà, qui va me remplacer sur certaines des tâches, notamment les ops de Contournement. Donc voilà, vraiment un super moment d'équipe et tout, donc voilà, c'était très très cool. Au niveau du contenu, moi je suis pas allé vraiment aux conférences et tout, donc je pourrais pas vous dire grand chose là-dessus, mais il y avait un petit débat qui était intéressant, qui était un petit peu en filigrane, c'est autour du mot no-code. Parce que, déjà, il y a des gens qui aiment bien parler de low-code, il y a certains outils où il faut mettre un peu de code, il y a certains outils même où on peut mettre du code. Airtable, vous pouvez l'utiliser sans code, mais vous avez la possibilité de faire des scripts. Est-ce que c'est du low-code, du no-code ? Bon, moi je pense qu'on s'en fout un peu. Il y avait aussi il y a des gens qui préfèrent parler de programmation visuelle. Emmanuel, le fondateur de Bubble, préfère très largement parler de programmation visuelle. Il le dit depuis longtemps et il a raison. Et il y a pas mal d'éditeurs. Il y a notamment les gens chez Flutterflow qui l'ont fait, je trouve, de manière très maladroite sur les réseaux sociaux, qui ont dit oui, le no-code, c'est un peu de la merde, et qui veulent plus appartenir à ce mot parce qu'ils trouvent que ça dévalorise en quelque sorte leurs produits. C'est vrai que Flutterflow est un outil très puissant, c'est un outil plutôt un peu low-code. Bubble, qui est un outil fondamentalement no-code, c'est vrai qu'il est très puissant, et donc en fait on fait de la programmation. Il y a un super épisode d'ailleurs qui est sorti il y a quelques jours où Emmanuel parle de tout ça au micro de Bruno Soulez sur FTTD. Vraiment, allez l'écouter, vous verrez toute ma vision vraiment de la programmation visuelle, etc. Enfin, moi je partage, on va dire, cette vision, hein, il exprime vraiment très très bien. Par contre, moi je suis très attaché au monocode parce que ce mot est très fédérateur. C'est quelque part, c'est un statement. C'est un truc de dire, pour les gens qui ne savent pas coder, c'est important de pouvoir se fédérer et pouvoir aussi produire des choses. Ça ne veut pas dire que c'est anti-code, ça veut dire que tout le monde est le bienvenu. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le code dans la vie pour produire, et si on ne sait pas faire, on peut quand même faire des choses, et donc on peut trouver des gens avec qui échanger là-dessus. Les développeurs, les codeurs ont leur communauté, les no-codeurs eux aussi. Et moi, ce que j'aime bien, et ça c'est aussi un des trucs vraiment de l'année, c'est de parler not only code. No, le no, en fait, c'est comme si no code, le no, ne veut pas dire pas de code, mais veut dire pas que du code. Comme si c'était un acronyme, NO, not only. Pas que du code. C'est Lilian qui m'a parlé de ça quand je l'ai interviewé pour le podcast. Et depuis, c'est vrai que c'est un truc qu'on a partagé un peu partout et que d'autres gens maintenant reprennent. Et je trouve ça très intéressant. Et donc ça, je trouve ça très fédérateur. Et d'ailleurs, un autre signal faible un petit peu dans cette direction, qui est intéressant, c'est que nos amis, par exemple, de chez No Code UK, ils ont choisi de renommer leur conférence, et maintenant ils l'appellent Create With. Et c'est intéressant parce que c'est vrai que la finalité, en fait, le côté code, pas de code, no code, tout ça, en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de pouvoir créer des choses. Et moi, j'aime bien. Moi, je suis attaché au monocode parce que, encore une fois, hein, il fédère. Mais no code, dans le sens, c'est pas un dogme. C'est pas, vous n'avez pas à vous interdire de faire du code. Et c'est vraiment important, plus que jamais, de dire ça, puisque maintenant, grâce aux IA, et ça, c'est vraiment le dernier sujet que je vais aborder, et donc du coup, je vais mettre pause, je vais pas tenir mon engagement, parce que là, je suis à 52 minutes, mais il faut que j'aille faire mon call, mais je vais revenir après. C'est très, très important, grâce aux évolutions de l'IA, comme je disais, Sonnet 3.5 qui a lancé tout un truc on peut maintenant générer du code de qualité, enfin en tout cas faire des choses qui servent à quelque chose, je ne vais pas parler de qualité, etc., mais on peut faire des choses qui servent avec les IA génératives en termes de code. Et donc ça m'amène sur le dernier sujet du trimestre, c'est vraiment tout ce qui est génération de code, avec des outils comme Cursor qui est sorti pendant l'été, des outils comme Bolt, qui permettent de générer des applications en code. Et ça, pour moi, c'est le futur. Et c'est vraiment un truc qui me paraît primordial. Ce qui est important, c'est on s'en fout de comment, avec quoi, avec quelle technique on fait des choses. Ce qu'il faut, c'est être en capacité de faire des choses. Et c'est important que tout le monde puisse faire des applications, puisse faire des sites web, parce que ça permet de ne pas laisser ça aux mains d'une élite de techniciens.
tout le monde doit pouvoir, tout le monde a des idées, tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Pas que à travers du contenu, mais aussi à travers des applications, pouvoir résoudre des problèmes. Et en fait, on s'en fout que ça soit avec des outils no-code ou avec du code généré ou avec du code qu'un développeur a écrit pour vous. Ça va être un mix de tout ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que les outils no-code, ils ont tous des limites. Et donc, si vous voulez reposer ces limites, c'est avec probablement de l'IA ou alors avec du code qui a été écrit par quelqu'un. Et vous allez avoir un mix de tout ça. Et c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué en 2023 à ma conférence au Web Today, et je ne vais pas dire que j'étais visionnaire parce que les signaux, tout était déjà là, mais vraiment, j'étais convaincu, c'est ce que j'appelle l'avant-garde du mouvement no code, c'est les gens qui sont mélange de tout ça. Il y a évidemment le mouvement no code, il repose sur l'accessibilité, donc des outils très simples pour les gens qui ne sont vraiment pas du tout techniques, et ça peut les amener ensuite à arriver sur des choses plus techniques. Allez, je vais faire mon call et je reviens après. Bon, allez, c'est bon, j'ai fait mon call, donc on reprend. Et donc j'étais dans une tirade où je vous parlais de comment on fait, pourquoi le monocode il est important, pourquoi il me plaît, mais que ce qui est important c'est de faire des choses avec les moyens technologiques qu'on a à notre disposition. Et donc ça, je vous parlais un petit peu donc, de cette capacité aussi désormais qu'on a pour les no-codeurs et les no-codeuses un petit peu les plus avancés à pouvoir utiliser des outils de génération de code. Par exemple, des outils comme, déjà, les IA génératives permettent de générer du code, voilà, Claude, ChatGPT, etc. Mais après, il faut ensuite pouvoir héberger ce code, en faire quelque chose. Et donc maintenant, on a des outils comme Bolt qui sont très intéressants parce qu'ils permettent d'avoir un environnement d'exécution, de développement qui est quelque chose qui est très important. C'est un sujet que j'aborde beaucoup sur ma chaîne perso parce qu'au cours de l'été, et justement pour faire un petit peu des petits tests sur ce sujet-là, j'ai commencé une chaîne perso parce que je pense que c'est quelque chose, la génération de code, qui rentre pas vraiment dans le cadre de contournement, et c'est pour ça que je l'ai fait un petit peu à côté pour voir, je sais pas, enfin si, je sais maintenant un petit peu ce que je veux en faire, mais ça je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Voilà, c'est quelque chose que j'ai testé des outils, et notamment Bolt que je trouve très très intéressant. Il y a des alternatives comme Lovable, etc. Donc allez voir ma chaîne YouTube si ça vous intéresse de creuser, mais c'est un sujet moi sur lequel en tout cas je vais me concentrer, et que je dirais est dans la continuité des outils no-code les plus accessibles. Quand on arrive au bout des outils no-code, même ceux qui sont un petit peu puissants comme Make, etc., eh bien on a envie de rajouter un petit peu de puissance, et ça on peut le faire souvent avec du code, mais pas forcément du code qu'on a écrit, mais du code qu'on peut avoir généré, voilà. Et donc faire des architectures un petit peu plus complexes, utiliser par exemple Supabase en back-end, ou Xano qui est un outil no-code un peu avancé, et un front qui peut être généré avec du code, une application avec Bolt par exemple, voilà. Mais bon, ça on va y revenir en 2025, c'est un des gros sujets, mais c'est vraiment un sujet qui est apparu en 2024, qu'il faut, si vous êtes, alors suivant pour les auditeurs et les auditrices, suivant où vous en êtes dans votre journée, c'est pas forcément pertinent. Si vous êtes au début encore de votre, quand je dis journée, c'est le mot anglais, de votre voyage, de votre périple dans le monde du no-code, si vous êtes au début, mettez ça de côté pour l'instant. Mais si vous commencez à avoir, à être un petit peu à l'aise avec les outils, à avoir un petit peu à les challenger, etc., eh bien, vous allez pouvoir commencer à regarder ces choses-là. Et un point de départ, c'est ma chaîne YouTube. Mais c'est des sujets dont on va reparler. Et je pense qu'il faut avoir en tête parce que, voilà, encore une fois, je le répète et puis je terminerai là-dessus. Vraiment, c'est la conjonction du code, du no-code, de l'IA, etc. qui est le futur de la création. Et c'est pour ça que je trouve que nos amis de No Code UK ont fait un très bon rebranding en utilisant le Create With, en appelant comme ça leur conférence, même si je pense que ça va être plus dur pour eux de la marketer en quelque sorte, parce que le mot no-code est très fédérateur. On sait tout de suite de quoi ça parle. Create With, on ne sait pas, est-ce que c'est une conférence de makers qui font du bricolage dans des Fab Labs, ou est-ce que c'est un truc pour les... Enfin voilà, on ne sait pas, mais bon, bref, c'est pas grave, c'est quand même intéressant, c'est un signal. Et je suis parti dans cette longue tirade à partir du No Code Summit, où effectivement c'était un des projets ambiants, c'était une des discussions ambiantes, et c'est une discussion qui s'est prolongée ensuite dans le Slack de No Code France, qui est partie un petit peu dans tous les sens. Je vais pas trop commenter là-dessus, mais c'est une discussion qu'il est saine d'avoir. Il y a même eu un petit référendum, et globalement la communauté a décidé qu'on devait continuer à s'appeler No Code France, et je trouve que c'est bien de se poser la question régulièrement, et c'est bien de comprendre pourquoi on se pose la question. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite et que c'était intéressant, mais voilà, en gros,
le mois d'octobre très riche en lancements. Il y a eu un autre lancement au mois d'octobre, quelque chose qui me tenait très à cœur, le mentoring du Cercle des Ops. Qu'est-ce que c'est le mentoring du Cercle des Ops ? Je ne vous ai pas parlé encore du Cercle des Ops, qui est un projet que je mène depuis presque 2 ans, qui est une petite communauté où on a des gens, justement des gens un petit peu avancés, tu vois, qui continuent qui veulent continuer à pratiquer après les formations, et donc qui veulent se challenger et voir ce qu'on peut faire vraiment avec des petits challenges que j'ai imaginés. Et après ces challenges, il y a une petite communauté où on échange, on a un Discord, on discute beaucoup. Et j'ai imaginé un projet où les membres les plus avancés du Cercle des Ops deviennent des mentors pour eux-mêmes, à leur tour maintenant, répondre aux questions de gens moins avancés. Ces gens moins avancés, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de la communauté No Code France, ou qui sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui ne font pas partie du Cercle des Ops. Et donc on fait du mentoring, on a cette offre de mentoring qui est tout automatisée. Merci Rachid d'ailleurs pour les ops qu'il a mis en place. Et donc on a une dizaine de mentors qui répondent à des questions. Et donc comment ça marche ? Si vous qui écoutez, vous êtes bloqué par exemple dans un projet, dans quelque chose que vous faites, eh bien vous pouvez solliciter un mentor du Cercle des Ops. Alors c'est moyennant finance évidemment, parce que vous allez prendre le temps de quelqu'un qui a travaillé, qui a acquis une expertise. Donc c'est pas, si vous avez toujours la possibilité de poser toutes vos questions sur le Slack de No Code France, vous le savez, vous aurez probablement des réponses, mais des fois on a besoin de solliciter quelqu'un pour passer 30 minutes en tête à tête, et ça c'est normal que ça soit rémunéré, et donc c'est ce qu'on a organisé au sein du Cercle des Ops. Donc nous avons un groupe maintenant de gens qui peuvent vous mentorer. Vous n'avez pas besoin d'être membre du cercle, c'est les membres du cercle qui vous mentorent. Voilà, donc j'espère que c'était clair aussi, parce que ça peut être un peu confusant par rapport à l'objet du cercle et puis mais ça va devenir plus clair. On va travailler là-dessus sur le marketing de ça, puisque l'ambition vraiment, moi, c'est d'avoir une équipe de gens. Il y a des gens très très talentueux dans ce Cercle des Ops qui sont un petit peu sous le radar, je trouve, et donc j'ai envie de leur donner l'opportunité de s'exprimer, de travailler, pour partager leur savoir, que ce soit par du mentoring, par des formations peut-être, aussi par de la prestation. Donc voilà, d'ailleurs si vous avez besoin de gens très calés en Ops, n'hésitez pas à me dire, j'ai ça sous la main. Et si vous voulez rejoindre le cercle aussi, n'hésitez pas, si vous voulez rejoindre le cercle, d'abord dans un but de consolider vos connaissances, de pratiquer, venez, c'est une communauté d'apprenants, de pratiquants, qui peut vous mener même jusqu'à intégrer un petit peu la partie du cercle qui fournit ses services aux autres. Voilà, donc ça c'était le mois d'octobre vraiment très riche pour l'écosystème no-code, grâce aux conférences notamment, et puis après tout le monde, en fait il y a un effet de masse. Nous on s'est lancé par exemple le mentoring au mois d'octobre pour bénéficier aussi un petit peu de la com. On a lancé aussi les ventes des billets de la No-Code Week dans le cadre du No-Code Summit, donc vous voyez il y a un effet d'entraînement que je trouve très très intéressant. Le mois de novembre a été un peu plus calme, forcément, il y a un contre-coup. Il y a quand même une annonce qui est sympa, c'est que on a, avec Contournement, décidé de se lancer dans une formation à TimeTonic. Et donc ça, je voulais en dire un mot aussi, parce que c'est quelque chose d'intéressant, parce que c'est un outil dont moi, personnellement, j'ai peu parlé, même si j'ai eu l'occasion d'interviewer Jean-Michel, on a fait quelques petits lives, on a fait des choses. Et on est arrivé à un stade où je trouve que l'outil est mature. Déjà, il est intéressant. Ils ont même passé du temps cette année à intégrer des fonctionnalités d'IA, etc. Donc, on n'est pas juste dans une alternative à Airtable. D'ailleurs, on n'a jamais été juste dans une alternative à Airtable avec TimeTonic. Parce qu'au-delà du fait qu'il soit français, etc., et que ça a des intérêts, des questions de souveraineté, bon, ça, je trouve, moi, c'est pas la question qui me paraît la plus importante, mais elle est importante pour les gens, et donc ça mérite de le dire. Mais c'est aussi un outil qui a des spécificités. Par exemple, une appli mobile hors ligne, des choses comme ça. Et donc, ils ont toujours eu des spécificités parce qu'ils ont une histoire qui est différente. TimeTonic, c'est un outil qui existe depuis longtemps et qui s'est conçu aussi à l'usage des clients, etc. Donc, une orientation assez B2B, si j'ose dire, avec des usages très entreprises. Par exemple, le mode hors ligne, on n'y pense pas forcément, mais c'est quelque chose qui est très intéressant dans des contextes, par exemple, de surveillance de chantier, des choses comme ça. Donc, c'est pas des usages de makers comme ça, de gens qui veulent lancer des side projects, qui veulent lancer leur marketplace, etc. Mais de toute façon, nous, c'est pas du tout notre sujet chez Contournement. Même moi, à titre personnel, ça m'intéresse pas trop tout ça. Il y a tout un pan du no-code qui est là-dessus. Mais voilà, TimeTonic, c'est un outil sérieux pour faire des ops, pour créer des systèmes internes et tout.
Et donc, voilà, nous, on a suivi ça fait 2 ans qu'on discute, qu'on suit. Et là, ça nous a paru approprié parce que y a une belle communauté de time-toniciens qui s'est développée. Vous savez que moi, forcément, je suis très, très sensible à ça, évidemment. Et puis, des gens qui sont dans le cercle, d'ailleurs, qui sont des time-toniciens, des gens qui sont dans les élèves de contournement. Et donc, voilà, on s'est dit, il est temps. Ça a pu se faire aussi parce que on a un expert maintenant, Marc-Olivier, avec qui on avait envie de travailler, vraiment. Voilà, et donc toutes les conditions étaient réunies pour établir un partenariat et faire cette formation. Ces formations, il y aura 3 niveaux de formation à terme, comme toutes nos formations outils. Mais on va prendre le temps, là on est sur le niveau débutant, on va prendre le temps de faire bien les autres niveaux. Mais voilà, on voit qu'il y a eu de l'engouement. On a annoncé ça juste avant le No-Code Summit, mais on a commencé à travailler vraiment après. Et donc voilà, il y a de l'intérêt pour ça. Donc nous, on est très contents de le mettre dans l'université parce que ça me permet de vous parler aussi un petit peu de la vision qu'on a chez Contournement, de l'université Contournement. C'est vraiment il n'y aura jamais des millions de formations à des millions d'outils. Moi, je crois vraiment au focus. Je crois au focus, je crois au fait d'avoir une ligne éditoriale. Donc, il n'y aura probablement jamais de formation à Bubble, par exemple, parce que ça n'est pas dans notre focus. Ça ne correspond pas à l'accessibilité qu'on veut, même si c'est un excellent outil. Il y a des gens qui font ça très bien, nos amis d'Auto font ça très bien. Donc voilà, ça, c'est pas... Par contre, des outils comme Airtable, comme Make, comme TimeTonic, comme Softer aussi. Softer arrive aussi dans notre université très bientôt. Voilà, on crée un cadre cohérent et on ajoutera des choses. Peut-être qu'un jour on ira sur N8N, voilà, pour suivre l'évolution, pour aller un petit peu au-delà de Make. Mais on n'ira pas plus loin qu'N8N, très probablement. On n'ira pas sur la génération de code. Par contre, on pourra aller sur des outils de front plus avancés. Donc ça, on verra. On constitue. Et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est pas que des formations outils, c'est continuer à développer ces formations autour de la méthodo, autour des compétences transverses, comme les API, comme les expressions régulières. Et puis aussi, quelque chose que l'on a très peu fait et qu'on sait qu'il manque, des cas d'usage. Donc il y aura aussi des modules. Faites votre CRM avec Airtable ou faites votre CRM avec TimeTonic. Peut-être il y aura 2 modules, il y en aura un de chaque. Peut-être il y aura faites votre gestion de projet avec TimeTonic et puis peut-être faites votre gestion de projet avec Notion, avec des angles un peu différents. Faites votre gestion de projet pour un organisme de formation avec Notion par exemple. Des choses comme ça, voilà. Mais toujours avec des choses qui sont adaptées, qui sont très concrètes. Un peu des espèces de tutos, des modules un peu plus courts. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on va travailler évidemment en 2025, mais comme ça je vous donne un petit peu de vision, je vous partage un petit peu, parce que ça va être très intéressant, vous le savez, c'est aussi pour ça qu'on a fait un abonnement, c'est aussi pour un petit peu se forcer à proposer des nouveaux modules, mais sur des formats plus légers, qui ne seront pas forcément à mettre à jour, des choses aussi un petit peu intemporelles, et voilà, se constituer comme ça un catalogue de contenu en ligne, de qualité toujours, on ne fera jamais de la quantité par-dessus la qualité. Donc voilà, ça c'est important et c'est un des challenges qui attend Contournement. Voilà, en gros, on arrive au mois de décembre. Ça va faire un long épisode. Ce que je peux vous dire simplement, peut-être, c'est que quand même au mois de décembre, il y a eu des belles annonces du côté d'OpenAI. Bon, il y en a eu tout au long de l'année, pareil chez Anthropic, pareil chez Mistral, etc. Mais OpenAI, quand même, en fin d'année, ils se sont chauffés. Ils ont fait un calendrier de l'Avent où ils ont prévu de faire 12 annonces. Ils ont sorti enfin leur modèle de vidéo avec Sora. Ils ont sorti leur modèle O1, dont j'ai pas encore parlé, qui est un modèle très avancé. Peut-être je finirai avec ça d'ailleurs, parce que je pense que ça fait une bonne conclusion. Le modèle O1, il est sorti, je pense, à la rentrée ou quelque chose comme ça, dans un mode O1 preview. ChatGPT O1, c'est un nouveau modèle, une évolution de ChatGPT, mais qui a des capacités de raisonnement accrues. En fait, ça utilise une technique qui s'appelle la chaîne de pensée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette technique-là, vous pouvez la faire avec n'importe quel modèle en réalité. En fait, c'est simplement le fait de demander à l'IA de faire un cheminement de pensée avant de vous donner sa réponse. Et vu la manière dont fonctionnent les LLM, ça c'est quelque chose qu'on essaie un peu d'expliquer dans nos formations, et ben si, avant de lui poser une question, vous lui donnez plein d'étapes à suivre, et ben lui, il va incorporer tout ça dans sa prédiction de la suite, dans sa génération de texte, et donc il va suivre le cheminement de pensée en quelque sorte. Vous voyez, donc ça c'est une technique là, de l'arbre de pensée dont on parle dans notre formation, mais vous pouvez la trouver partout. Et donc ça, ils l'ont intégré
mais vraiment à un level plus haut. Et donc quand vous lui posez une question, pendant 10, 15, 20 secondes, ça dépend en fait de la question, plus elle est compliquée, plus ça va prendre du temps, il va développer d'abord son mode de pensée, et ensuite il va vous donner la réponse en se basant sur le cheminement. Et donc, ça donne des résultats intéressants. Attention, moi je vous donne aussi mon avis un peu brut, c'est que moi, j'en ai pas vraiment un usage dans mon quotidien. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Au quotidien, j'utilise pas le modèle O1. Je préfère utiliser un modèle qui me répond vite. Sonnet ou 4O. Donc, mais des fois, j'ai eu des problématiques un petit peu techniques où j'avais besoin, moi-même, j'étais confronté j'avais besoin d'une réflexion un petit peu annexe, et ben j'ai demandé à O1 et c'était intéressant. Très franchement, je pense que l'usage principal, il est plutôt pour des gens qui font de la recherche, pour des étudiants, mais au niveau un peu post-doc et tout. Mais voilà, ça nous montre aussi un petit peu les évolutions. Ils ont sorti un mode pro, même, donc comme ça montre vraiment que il vous donne accès, tout le monde peut accéder à O1, mais en vrai, c'est quand même plutôt réservé aux professionnels. Donc voilà, n'ayez pas trop de FOMO si vous ne pouvez pas y accéder. Moi, je vous dis franchement, je crois que l'impact aujourd'hui des assistants, c'est justement sur des tâches quotidiennes, des tâches qui sont peut-être pas très impressionnantes, des résumés, de la traduction, de la transcription, des choses comme ça, mais que quand vous utilisez au quotidien, ça vous fait gagner énormément de temps. Et en fait, c'est dans la logique de ce que l'on prêche depuis très longtemps chez Contournement, de l'automatisation, du fait d'essayer de faire les choses à la machine. Pas faire des tâches répétitives, de pas faire des choses qui n'ont pas de valeur. Quand vous voulez, je sais pas, écrire un mail de refus à une sollicitation, bah très franchement, maintenant, les modèles d'IA, Gemini dans Gmail, vous fait ça très bien. Et c'est du temps de cerveau. C'est pas agréable d'écrire un mail de refus. Bah franchement, maintenant, moi, je fais écrire à Gemini. Je veux dire, vraiment, c'est pas pour glorifier les IA, etc. Parce qu'à côté de ça, attention, hein, moi je crois aussi beaucoup à l'artisanat, au travail fait main. C'est pour ça que c'est pas demain que vous me verrez générer des podcasts automatiquement, même si c'est possible. Mais par contre, pour préparer des podcasts, voilà, j'utilise de l'IA. Mais vous voyez, hein, donc c'est les usages, c'est vraiment ces petites mains qui sont là, qui peuvent vous aider à décupler vos trucs. Bref, voilà, j'ai pas envie de trop sonner non plus comme un influenceur IA qui vous donne des recettes magiques, etc. Mais voilà, moi j'avoue que je l'utilise beaucoup dans des usages qui me paraissent cohérents. C'est pas magique, j'attends pas des choses incroyables, mais par contre le fait de l'utiliser fréquemment me donne tout le temps des idées, ça devient un peu un état d'esprit, quoi. Et ça, évidemment, en conjonction avec les outils no-code, voilà, hein, je veux dire, j'ai presque plus de... Enfin, j'exagère un peu, mais j'ai plus d'automatisation où il n'y a pas une étape à un moment qui appelle un petit modèle pour manipuler de la donnée ou un truc comme ça. Donc, c'est hyper pratique. Donc voilà, ça c'est vraiment... Je termine un petit peu là-dessus parce que c'est peut-être un peu un résumé de mon année 2024 qui va fortement influencer mon année 2025, je pense, parce que j'ai un peu l'impression quelque part d'avoir un peu fait le tour aussi des sujets d'automatisation, des outils un peu no-code très accessibles. Et donc ça m'amène à vouloir travailler un peu sur des choses plus avancées. Mais cette situation-là, un peu, je vais vous en parler dans le prochain épisode parce que voilà, j'ai des annonces à vous faire. Voilà, je vais pas vous faire de prédictions pour 2025, on s'en fout de ça, franchement. On verra bien, ça va tellement vite. C'est tellement passionnant de toute façon. Moi, je serai là pour commenter en live. Je vais pas faire des prédictions. Je sais que ça va être une année intéressante. Ce que j'espère aussi, c'est qu'au niveau de la situation mondiale, bah, ça sera une année aussi où on retrouvera peut-être un petit peu de calme, que certains conflits vont s'apaiser. On trouvera des issues, peut-être, la situation de la guerre en Ukraine, etc. On verra, je ne sais pas, je ne vais pas me lancer aussi non plus dans la géopolitique. Néanmoins, ça serait intéressant de retrouver un peu de sérénité pour pouvoir aussi se concentrer sur certains enjeux qu'on a majeurs, le défi environnemental, climatique, voilà. Se poser aussi les bonnes questions, hein. J'oublie pas que l'IA... c'est aussi énorme, ça consomme énormément d'énergie, ça consomme énormément d'eau, c'est une problématique, hein, c'est un problème, hein, je vais pas le cacher, les IA, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est important d'essayer d'utiliser des plus petits modèles, et c'est aussi pour ça que c'est important de les utiliser au bon moment et de pas faire n'importe quoi non plus aux IA, mais sans être
un techno-optimiste, un techno-solutionniste. Je pense que si ces IA aussi peuvent quand même, sont des outils qui peuvent nous aider à faire certaines choses et peut-être à relever les défis qui nous attendent. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas les condamner dès à présent à cause de leur trop forte consommation énergétique, mais évidemment c'est un problème dont il faut avoir conscience et on peut imaginer qu'ils vont aussi essayer d'optimiser ça. On est au début malgré tout de tout ça, donc là on est plus dans la débauche d'énergie pour faire un petit peu rentrer, on explore, mais on va affiner, j'espère en tout cas, et en tout cas aussi à titre personnel, en tout cas c'est des choses que j'ai envie d'explorer et de garder en compte, garder en ligne de mire. Et voilà, et peut-être par exemple, voilà, typiquement, je suis à peu près sûr que le modèle O1 il consomme plus d'énergie que le modèle 4O Mini, par exemple. Bah voilà, donc on essaye de penser à ça parce que je peux vous dire qu'il y a plein de sujets. Par exemple, pour faire un résumé, vous n'avez certainement pas besoin de O1. Vous pouvez très bien le faire avec 4O Mini, par exemple, ou Claude Haiku, enfin bref. Voilà, je commence à tourner un peu en boucle, c'est l'heure c'est le signe qu'il faut s'arrêter. Merci d'avoir écouté jusqu'ici, vraiment, c'était une belle année, c'était une année qui a été difficile, hein, très franchement, je vous le cache pas, à plein d'aspects, c'est une année qui a été passionnante aussi. Et c'est une année où j'ai fait beaucoup de belles rencontres, donc merci d'être là encore après 1h20 quasiment de podcast. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit emoji si vous avez écouté ici. Quel emoji pourrait récapituler cette année? Je dirais moi, l'emoji qui me plaît bien, j'aime plus mettre l'emoji de robot quand on parle d'IA, j'aime bien l'emoji du bras mécanique. Voilà, donc envoyez-moi un petit emoji là du bras, je sais plus comment il s'appelle, mais le muscle mécanique, celui-là il me paraît intéressant pour le futur. Voilà, voilà, vous pouvez l'interpréter un petit peu comme vous voulez, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est aussi qu'on a de très belles choses à vivre ensemble en 2025, des No Code Week, du contenu, des lives, des échanges. Donc voilà, moi j'ai hâte d'y arriver, et voilà, et sans spoiler l'épisode suivant, mais on arrive aussi un peu à la fin d'un cycle avec ce podcast, donc voilà, il faut vous découvrirez ça. De toute façon, tous les épisodes, donc quasiment les 3 derniers épisodes vont sortir à peu près en même temps. Donc voilà, vous découvrirez ça dans l'épisode 130, qui sera le dernier épisode du podcast de Radio Contournement. Voilà, allez, à très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu entends ce message, c'est vraiment que tu es allé jusqu'au bout de l'épisode et certains sont très longs, donc vraiment je t'en remercie. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne semaine en attendant le prochain épisode. Si jamais tu veux être sûr de ne pas le rater, je te recommande de t'abonner dans ton outil de podcast préféré. Et si vraiment ça t'a plu, mais genre vraiment, et que tu as envie de me faire plaisir, n'hésite pas à envoyer cet épisode à 2 personnes à qui tu penses que ça peut l'intéresser. Même déjà une, ça sera très bien. Je dis 2 pour copier le fameux gimmick de Génération Do It Yourself. Allez, à bientôt.